est 18 h. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct sur 8 Mont-Blanc. C'est Accès Direct. Nous sommes le jeudi 6 décembre. Encore plein de belles choses à vous proposer ce soir sur ce plateau. Chaque soir, nous accueillons une station de Savoie-Mont-Blanc. Un jour, une station nous emmène à La Rosière. Ce soir, un domaine en pleine extension. Nous le verrons. L'équipe du Parc des Bauges sera ensuite sur ce plateau pour nous parler de ses projets en cours et à venir ou comment concilier environnement et aménagement. Et enfin, Sophie Sesma me rejoindra pour nous présenter ses curiosités d'hier, des curiosités au goût de Noël aujourd'hui. Mais avant, comme chaque soir, on attaque avec les titres du JT. C'est toi, Seb, qui t'y colle. Salut Fanette. Salut. Et on commence avec les Restos du Cœur qui ont commencé depuis quelques jours leur campagne d'hiver. La 34e campagne des Restos du Cœur d'hiver qui a donc débuté la semaine dernière, mardi très précisément. L'occasion de s'intéresser à une antenne qui est restée fermée pendant 9 mois, l'antenne de Rumilly. Juliette Vincent-Seigny en a profité pour rencontrer notamment une nouvelle bénévole. Il y a eu beaucoup de nouveaux bénévoles qui ont été engagés. Et puis un portrait, un joli portrait signé Clémence Roaldès. Avec Lou Bradagan, 22 ans, ce jeune skieur. Il est membre de l'équipe de France handi-ski, âgé de 22 ans, je l'ai dit, et souffrant de la maladie de Lyme. Il n'a qu'un rêve en tête, c'est participer aux Jeux paralympiques de 2022 qui se dérouleront du côté de Pékin. C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. En tout cas, Clémence Roaldès l'a rencontré, c'est un très joli sujet. Je te dis à tout à l'heure pour la revue de presse. Comme promis, on débute cette émission en montagne, un jour une station. C'est notre rendez-vous de ce début de saison. On prend la direction de La Rosière. Bonsoir. Bonsoir. Jérémy Silva et Jean Régaldo, vous êtes respectivement directeur de l'Office de tourisme et directeur du domaine skiable de La Rosière Saint-Bernardo. Alors, Espace Saint-Bernardo. Espace Saint-Bernardo. Je commence avec une bêtise, donc c'est bien. On l'a bien mis au bon endroit. C'est bon, au bon endroit. Pour ceux qui ne connaissent pas la station de La Rosière, la station en une phrase. La station en une phrase, située juste au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, une station franco-italienne où on peut aller skier en Italie. Une station à 1850 mètres d'altitude, avec toujours dans le top 5 des stations les plus enneigées de France. Ensoleillement garanti parce qu'on est plein sud, donc on a de la neige et du soleil. Et puis qui est réputée également par la qualité de son accueil des hébergeurs aux commerçants. Les gens reviennent avec le sourire et on a un beau taux de fidélisation grâce à ça. Bon, belle phrase, bien vendue. Alors, avant de commencer, j'en profite pour dire que vous n'êtes pas venus les mains vides. Il y a des forfaits plus spa, des jolis bonnets à gagner et des tours de cou aussi. Donc, ça se passe sur notre live Facebook, si vous nous regardez en direct, avec le hashtag forfait La Rosière. Ça, c'est sur Facebook. Et sur Instagram, ça sera le bonnet et le tour de cou, avec à chaque fois le hashtag qui correspond, hashtag bonnet La Rosière, hashtag tour de cou La Rosière. Donc, merci d'avance pour nos téléspectateurs qui gagneront ces petits cadeaux. Alors l'ouverture des pistes, là vous êtes en plein dans les derniers préparatifs, c'est dans quelques jours, 15 décembre. Comment ça se présente ? C'est le samedi 15 décembre, ça se présente très bien, il neigeait aujourd'hui. On nous annonce encore beaucoup de neige ce week-end. En altitude, on a un enneigement qui est déjà plus que correct, donc là on est ultra confiant pour le 15. Avec un week-end un peu particulier, des offres particulières sur ce week-end-là ? Effectivement, c'est un week-end exceptionnel où on fait une extension de notre domaine skiable. Et du coup, pour fêter ça, on fait une offre sur cette première semaine à 31 €, ski plus, forfait de ski plus hébergement sur du court séjour. Ça s'appelle le package Antipasti. Voilà, je vais y arriver. Et vous pouvez retrouver toutes ces offres sur larosière.net si vous voulez venir profiter de cette première semaine d'ouverture. Et donc avec un secteur tout neuf qui s'appelle le Mont-Valaisan. L'idée, si j'ai bien compris, c'était de proposer un ski plus technique. On monte jusqu'à 2800 mètres. Ouais, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on avait un domaine extrêmement bien enneigé, parfait pour les familles, et il nous manquait un petit peu de ski technique en altitude. Et donc on a fait, comme on le voit là sur ces images, 2 nouveaux télésièges. Avec du ski technique en altitude, un sommet à 2800 mètres sur lequel c'est simple, on voit toutes les Alpes, de la Suisse aux Écrins, vues à 360 degrés et avec de la pente pour les bons skieurs. Donc c'est quelque chose de rare et exceptionnel dans les Alpes, une extension de domaine skiable de cette ampleur-là. Et c'est vraiment à souligner. Et il faut savoir que c'est un investissement de 13,5 millions d'euros et c'est 20 nouveaux emplois, et une dynamique très forte grâce à ce nouveau projet. Ah oui, ça va être ma question par rapport à l'investissement. Vous l'avez dit, c'est un gros investissement. C'est une prise de risque pour la station ?
C'est surtout une exceptionnelle opportunité pour redynamiser, rebooster les projets immobiliers à venir dont Jérémy parlera peut-être plus tard. Et c'est un boost formidable pour apporter une offre de ski en plus et des nouveautés, un domaine skiable. Pour toujours plus de nouveautés à nos clients, c'est important d'innover en permanence et d'offrir à des clients qui sont fidèles et à des nouveaux clients de nouvelles opportunités. Et donc ce nouveau domaine, il s'accompagne aussi avec des nouveaux aménagements dans la station, parce que l'idée, je suppose, c'est d'attirer plus de skieurs, donc il faut pouvoir les accueillir, les héberger. Tout à fait. On a de nouveaux hébergements cette année. L'année dernière, on a aussi ouvert le tout premier hôtel Hayat des Alpes. Et cette année, on ouvre un hôtel 4 étoiles, sous réserve de classement, mais 4 étoiles, qui s'appelle l'Alp Arena, avec 58 chambres, ski au pied. Et puis, on ouvre aussi le Chalet Aiglon, qui pour 12 personnes, tout ça, ça nous permet donc d'ouvrir des possibilités de ski à la journée ou du court séjour, ce qui est beaucoup demandé. Donc ça nous permet d'héberger des gens de manière plus malléable et modulable, et c'est quelque chose d'assez important. Et puis ça va perdurer sur encore peut-être une ou deux saisons pour accueillir au mieux notre clientèle. Avec toujours ce message, vous l'avez dit en introduction, parmi les stations les plus enneigées, qu'est-ce qui explique qu'il y ait souvent beaucoup de neige à la Rosière ? Je pense que c'est le fait la proximité avec le col du Petit Saint-Bernard. On a des flux météorologiques qui sont assez particuliers. Et le fait d'avoir ce domaine franco-italien, quand il y a ce qu'on appelle le fameux retour d'Est, il neige en Italie. Et nous, on prend les retours plutôt d'Ouest. Donc il y a toujours du bon ski à faire. Même les années un peu plus compliquées, comme il y a 2 ans où il y avait peu de neige, ça skiait très très bien sur le domaine de la Rosière Espace Berardo en Italie. Et là, cette année, il neige des deux côtés. Donc voilà, ce qui fait qu'on a un enneigement qui est vraiment exceptionnel ici à la Rosière. Quelques temps forts peut-être dans la saison ? Oui, bien sûr. Alors avec le Mont Valaisan, on va avoir un ski, comme disait Jean, plus technique, et on va organiser un freeride World Tour Qualifier. Donc ce sera le samedi 12 janvier. Ils vont s'élancer dans la face nord du Mont Valaisan, qui va devenir une destination mythique pour le ski hors piste. Et puis on aura la première semaine d'avril les Freeski Playoffs, où on accueille les meilleurs freestylers de la planète pendant une semaine à la Rosière. C'est vraiment très visuel, c'est un show formidable, donc il faut venir. Et puis pour clôturer la saison, on aura à partir du 16 avril les Musifolies, donc beaucoup de musique dans la station et festif. Il n'y a pas que ça, il y a des événements toutes les semaines, des animations tout le temps, mais j'ai cité les 3 principaux. Voilà. Comment s'annonce là on sait, la période de Noël, elle est un peu, elle n'est pas aussi importante que celle de février, mais ça peut donner quand même un bon indicateur. Elle est importante pour les stations, donc comment ça se présente pour vous ? Mais ça se présente plutôt bien, puisque on avait beaucoup de neige l'an dernier à Noël. Ce qui a permis de rassurer peut-être ceux qui se posaient la question de l'enneigement de début de saison. On a aussi de la neige de culture sur le domaine qui nous permet de sécuriser les débuts de saison. Mais ça se présente plutôt bien parce que il a déjà neigé début novembre. Donc ça a rassuré nos clients sur la garantie neige. Et puis encore une fois, la Rosière, on a un enneigement exceptionnel, plus de 11 mètres l'hiver dernier. Donc elle se présente plutôt bien cette saison, avec beaucoup de réservations de manière anticipée pour profiter d'offres de forfaits attractives, et puis des nouveaux lits qui font qu'il y a un dynamisme important, et les clients qui ont envie de découvrir ce nouveau domaine skiable du Mont Valaisan et de redécouvrir un espace San Bernardo un petit peu différent et surtout augmenté. Ces offres, il est encore temps de choisir sa destination là pour ou Noël ou pour la semaine du 31. Il reste encore des possibilités et d'hébergement et des offres ski hébergement. Alors on est bien rempli ces 2 semaines de vacances, mais il y a toujours des offres, on dit last minute, pour trouver votre bonheur, que ce soit en famille ou du court séjour, où on a des packages spécifiques. Et je vous disais, larosière.net, vous aurez tout ce qu'il faut pour réserver votre séjour au mieux. Et pour les skieurs à la journée, il y a aussi des offres en permanence sur le site internet jeuskieausoleil.com.
avec des offres de ski le samedi, des offres de ski dès le 15 et le 16 décembre. Il ne faut pas hésiter à aller les voir pour ceux qui peuvent se rendre à la Rosière aussi à la journée. Oui, et ça intéresse aussi le public du coin. Voilà. Alors, je ne sais pas où on en est au niveau des concours, mais en tout cas, je rappelle qu'il faut aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux, page Facebook et compte Instagram. On m'indique qu'il y a déjà quelques petites choses qui ont été gagnées, mais voilà, allez voir, vous en saurez plus. Et je rappelle donc que le domaine de la Rosière ouvre ses portes le samedi 15 décembre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci bien, belle saison à vous. Merci, à très vite à la Rosière. Je retrouve Seb maintenant pour notre revue de presse quotidienne et on va parler d'un stationnement qui rapporte à Chambéry. Oui, j'étais allé l'année dernière, au mois de janvier, pour faire un reportage sur le stationnement. Alors tu sais, Fanette, depuis le 1er janvier 2018, le stationnement est géré par les communes, c'est-à-dire que l'argent va directement dans la poche des communes. Et donc à Chambéry, on peut dire que ça rapporte gros, puisque en moins d'un an, les parcs-mètres ont déjà rapporté 2,6 millions d'euros à la ville de Chambéry. C'est 900 000 euros de plus qu'en 2017. Une belle recette pour la commune qui se félicite de recréer du dynamisme en ville. Avec ce nouveau système, il n'y a plus de voitures ventouses, c'est-à-dire des voitures qui ne bougent pas. Donc voilà, la bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle pour les Savoyards, c'est que la première demi-heure est gratuite. Autre chiffre important, 70% des conducteurs qui se garent en centre-ville payent leur stationnement contre 20% avant. On peut dire que l'amende à 35 € a un certain effet sur les conducteurs. Donc petit conseil, si vous allez du côté de Chambéry, patience et le portefeuille. Et puis on va prendre des nouvelles de l'équipe coréenne de curling. Elles avaient marqué les esprits lors des Jeux d'hiver derniers. La Team Garlic, l'équipe de curling, l'équipe féminine, tu l'as dit, médaille d'argent décrochée au JO de février, un petit peu à la surprise. Malheureusement, ça s'est un petit peu moins bien passé après, puisqu'elles ont eu des soucis avec leur entraîneur, monsieur Kim Kyun-doo, qui a été accusé d'exploitation et d'abus verbaux, qui a qualifié leur situation de désespérée. Les Coréennes reprochaient notamment à leur entraîneur de s'immiscer trop dans leur vie privée. Avec un exemple concret, la capitaine Kim Eun-jung a été mise à l'écart de cette équipe lorsqu'elle a annoncé qu'elle voulait devenir maman, tout simplement, ou qu'elle voulait se marier. Donc leur entraîneur a aussi conservé l'argent récolté après les Jeux Olympiques. Belle mentalité, monsieur Kim. Il serait question de plusieurs milliers de dollars depuis 2015. Donc il faut savoir qu'en Corée du Sud, les entraîneurs ont un très gros pouvoir sur la carrière de leurs sportives. Donc voilà, c'est un exemple à ne pas suivre. En tout cas, M. Kim Kyung-doo a annoncé sa démission. La Garlic Team est donc à la recherche d'un nouvel entraîneur pour de nouvelles aventures et peut-être une nouvelle médaille du côté de Pékin en 2022. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. On reste en sport d'hiver avec toi. Je vais parler de sport. Oui, voilà. Pourquoi ça? Et donc on va parler de sport, puisque bon, est-ce qu'il faut encore en parler quand il gagne? On ne sait pas. C'est tellement devenu habituel que... Voilà, donc Martin Fourcade est monté sur son 138e podium individuel aujourd'hui. Il s'est imposé lors de la première épreuve individuelle de la saison grâce à un tir parfait. Malgré quelques petites difficultés sur les skis, ça se passe en Slovénie. Où ça? Je l'ai pas noté parce que je me suis dit que... Vas-y. Pokljuka. Voilà. Et donc c'est la première manche de la Coupe du Monde de biathlon. Le relais mix français l'avait déjà remporté dimanche. Et à noter quand même qu'un autre Français, Antonin Guigona, a pris la 8e place de l'épreuve. Donc bravo à tous les deux. On connaissait le tube de VG Dream, ramener la coupe à la maison. Le nouveau tube j'allais pas dire de l'été, mais de l'hiver est arrivé. Voilà, c'est une vidéo signée Team Valoche, qui est un site fondé par deux Savoyards fans de ski. Ils ont mobilisé une grosse partie des équipes de France de ski pour nous proposer une vidéo très sympa. Elle a été vue, j'ai été voir là en fin d'après-midi, plus de 185 000 fois sur leur page. Donc on regarde un petit extrait, parce qu'ils ont tous joué le jeu, c'est très sympa. Voilà, donc si on veut voir l'intégralité de la vidéo, ça se passe sur la page Facebook de la Team Valoche. Ça fait du bien de voir des sportifs qui ne se prennent pas forcément au sérieux. Et qui ont le sourire. Ça change un peu.
Merci. Merci, Panette. C'est toi qui l'as dit. J'assume complètement. Merci, à tout à l'heure. J'accueille maintenant l'équipe du Parc des Bauges. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Gamin, président, Jean-Luc Desbois, directeur du Parc régional du Massif des Bauges. Il y a une semaine, vous étiez déjà sur ce canapé pour nous parler de la santé du parc, une situation stabilisée. Vous en aviez discuté avec Sébastien et donc on va regarder vers l'avenir. Vous êtes venu nous parler aménagement et projet ce soir. Alors, quand on parle d'aménagement dans un parc naturel régional, il y a un gros enjeu, c'est l'équilibre, je suppose, entre aménagement et environnement. Comment il se trouve cet équilibre-là ? Est-ce qu'il se trouve déjà ? Et comment ? Alors oui, il se trouve. En fait, c'est notre cœur de métier, ça. C'est de à la fois favoriser le développement économique dans tous les secteurs d'activité et puis en préservant l'espace, le bien-être, la qualité de vie, la biodiversité. Enfin voilà, donc ça se trouve. Ça prend du temps de concertation, mais ça se trouve toujours. Et justement, vous avez parlé de l'économie. Il y a différents secteurs d'activité sur le parc des Bauges, à commencer par la filière bois et l'agriculture. Ce sont des secteurs importants sur le massif ? Alors la forêt, elle représente 60% de la couverture du massif. C'est 60% de la surface du massif. Donc effectivement, c'est à la fois une ressource économique importante, mais aussi un milieu naturel où il y a de la biodiversité qui est important. Et il faut qu'on y attache une importance particulière. Et l'agriculture, puisqu'on va en reparler, il y a des gros projets pour redévelopper certaines filières, etc. L'agriculture aussi, ça représente un secteur qui compte ? Bien sûr, qui compte et le parc a été auprès de cette filière, enfin de l'agriculture, des agriculteurs dès la première heure, les a accompagnés pour notamment aller chercher cet AOC, Tom des Bauges, il y a 20 ans, et qui maintenant contribue à ce qu'on ait une vraie activité économique en bonne santé, on va dire, et une activité qui fonctionne et qui permet d'avoir ce qu'on vend finalement sur un massif comme ça, c'est-à-dire du paysage. On vend du rêve, mais du paysage. Et les agriculteurs contribuent fortement à maintenir ce paysage. Ce qui est remarquable sur le massif des Bauges sont toutes les mesures agro-environnementales qu'on a pu mettre en place avec les agriculteurs tout au long des années et qui se poursuivent aujourd'hui. On a pu atteindre comme ça un nombre très important d'exploitations. Aujourd'hui, on est toujours dans ces programmes-là, d'aller notamment de réouverture de nouveaux alpages, d'aller reconquérir de nouveaux alpages pour la production laitière et de la production fromagère. Oui, c'est ça. J'ai vu redévelopper la production de lait dans les alpages, parce que ça veut dire qu'elle a diminué au fil des années et qu'elle a besoin d'être redynamisée. Comment ça se passe très concrètement pour redynamiser ça ? Effectivement, l'exploitation en alpage, c'est une exploitation particulière, c'est difficile. C'est 100 jours où il faut monter et descendre tous les jours, descendre le lait ou le fabriquer sur place. Et effectivement, la fabrication laitière en alpage, elle a diminué tout au long des années. Parce que les conditions sociales sont de plus en plus difficiles et c'est de moins en moins acceptable de travailler comme ça. Donc il y a tout un enjeu à redynamiser cette filière laitière en alpage. Donc ça veut dire qu'il faut retravailler les accès, la qualité des chalets pour accueillir peut-être les familles à un temps donné, faire de la fabrication sur place ou organiser les transports, aménager des places de traite mobiles dans les alpages. Enfin, il y a tout un enjeu comme ça. Et puis retrouver la place de l'alpage dans l'économie de l'exploitation. Et donc, il y a un travail expérimental là, qui démarre dans le massif des Bauges. Il y a une politique... Avec une exploitation, ça va commencer comme ça ? Alors, pas qu'une. On va contacter plusieurs agriculteurs et essayer d'en trouver quelques-uns volontaires pour aller retravailler en alpage. Et en fait, c'est aussi grâce à la politique des départements, parce qu'ils sont mis ensemble pour ça, on va expérimenter une nouvelle politique de reconquête laitière en alpage. Et puis il y a aussi le projet d'une coopérative, vous en avez parlé, de l'AOP Tom des Bauges. Pour le moment, les agriculteurs, ils ne sont pas regroupés ou pas suffisamment ? Comment Si, ils sont regroupés. Il y a une aire d'AOP, Tom des Bauges, qui est territorialisée, mais tous ne peuvent pas en bénéficier. C'est-à-dire que les coopératives sont réparties sur le territoire et il y a un cahier des charges très strict et donc il faut être à une certaine distance pour pouvoir, de 15 km, pour pouvoir amener son lait sur ces coopératives-là qui fabriquent de la Tom des Bauges. Or, il y a une partie qu'on appelle le plateau de la Lesse, c'est toutes les communes, Puygros, Thoiry, Curienne, etc., La Tuile, côté Savoie, qui sont dans l'aire
AOP, tomes d'ébauche, mais qui ne peuvent pas produire de la tôle. Et donc l'idée, c'est de créer une nouvelle cave coopérative, un atelier de fabrication sur ce secteur-là pour qu'on puisse valoriser, puisque pour que ces agriculteurs puissent valoriser leur lait en tomes d'ébauche. Et là, c'est très intéressant. Donc nous, le parc, on accompagne. Évidemment, on n'est pas seul. Là, toujours dans toutes nos actions sur l'agriculture, on est en lien très fort avec la Chambre d'agriculture. On partage d'ailleurs un chargé de mission avec la Chambre d'agriculture. Et également, c'est sur le territoire de l'agglo de Grand Chambéry et qui souhaite également s'impliquer dans un tel projet. Enfin, tout ça pour montrer qu'on a une agriculture qui est dynamique, mais c'est une agriculture exemplaire parce qu'elle prend en compte, c'est une agriculture extensive, très respectueuse de son environnement et qui contribue aussi à la biodiversité. On est capable de le dire, nous, parcs, par la connaissance que l'on en a, de cette forme d'agriculture respectueuse et qui également intègre des mesures agro-environnementales aujourd'hui. Oui, c'est exemplaire. Et l'exemplarité, on l'a vu à travers le concours des Prairies Fleuries qui a été imaginé dans le parc des Bauges et qui est devenu aujourd'hui un concours à l'échelle nationale. Alors, d'autres secteurs d'activité, il y a le tourisme, donc j'en ai noté plusieurs, une passerelle au-dessus du Chéran, un pôle ludique à Aillon Station, le Tour des Bauges à vélo. Rapidement, puisque le temps tourne, un projet d'aménagement qui vous tient particulièrement à cœur, l'un comme l'autre? Alors, il y en a plein, c'est difficile. On en a un qu'on va apporter, nous, le parc, c'est l'aménagement de l'accueil du public dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage. On va réaménager les sentiers, les aires de parking, les aires d'accueil, des mobiliers de confort pour le public. Voilà, donc voilà un exemple. En fait, ces projets de développement touristique s'intègrent dans un gros programme qu'on porte, qui s'appelle Espace Valais 1, aidé par l'État, la région et l'Europe. Et il y a 4 millions d'euros en fait, d'investissements qui vont être faits sur l'ensemble du massif des Bauges. Voilà. Donc là, on parle que d'un seul exemple, mais il y en a plein d'autres en cours, en particulier sur les stations de ski aussi, où on intervient, nous, sur le volet plutôt diversification, sur le toute saison, parce que les professionnels de la neige savent faire, mais nous, on intervient plutôt sur les activités de pleine nature, de randonnée, ludique, d'éducation, etc. Justement, sur l'ensemble de ces différents secteurs, etc., il y a un travail énorme qui est fait en termes de pédagogie. Alors, auprès des jeunes, mais pas seulement, ça fait partie vraiment du cœur des missions du parc. Oui. L'éducation au territoire, l'éducation à l'environnement, ça, depuis l'origine, on a toujours œuvré dans ce sens-là. Donc, on monte des programmes éducatifs. Oui, vers les jeunes publics, mais pas que, parce que nos actions de tous les jours sont des actions pédagogiques, puisqu'on n'a aucun pouvoir réglementaire. Notre seule arme, la seule arme d'un parc naturel régional, c'est la persuasion ou la dissuasion, mais tout ça par de la pédagogie et par de la connaissance que l'on apporte, et qu'on apporte auprès des élus également, des habitants. Et on agit de cette façon-là, et quand on a un projet d'aménagement sur notre territoire, eh bien c'est de cette façon-là, par la concertation bien sûr, mais par la pédagogie qu'on arrive peut-être à l'infléchir et à le valoriser mieux que ce qu'on avait imaginé au départ. Alors vraiment très rapidement, on a plus de temps pour parler de l'aménagement, de la gestion des milieux naturels. On va voir quelques images de la tourbière des Creusades où il y a un chantier qui est en cours et je crois qu'il se poursuit sur plusieurs années. Cette gestion des milieux naturels aussi, c'est un vrai enjeu quand on est parc naturel. Ah oui, c'est même une obligation assignée par la loi. Si on ne préserve pas ces milieux naturels et ces biodiversités, on ne peut pas reconduire le label, donc c'est important qu'on s'y attache. La tourbière des Creusades, c'est un site Natura 2000 très particulier, parce que c'est une tourbière dans un milieu karstique, avec des enjeux sur le patrimoine géologique, sur la biodiversité. Et puis ça se referme avec le temps, les arbres reprennent dessus, donc on a un chantier d'ouverture de cette tourbière, que vous voyez à l'écran. Et puis on avait aussi des problèmes de fréquentation par rapport à des gens qui venaient faire de l'éducation au territoire là-dessus. Donc on a créé une petite mare pédagogique à côté, pour éviter l'impact en fait de ces séjours d'éducation qu'on recherche aussi. Donc voilà, à la fois on réhabilite les milieux puis on cherche des solutions pour les fréquenter en les préservant. Et on revient toujours à la pédagogie. Voilà. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Accès Direct. Merci. J'accueille maintenant Sophie Sesma qui, comme chaque premier jeudi du mois, vient nous présenter ses curiosités d'hier. Salut Sophie. Salut Fanette. Alors, on va commencer pour cette dernière chronique 2018. Ah, mais oui, c'est la avec, bah ouais. Bon, on en reparlera, on va te voir ce week-end. Mais oui. Alors, j'ai noté le terme bastringue. Mais oui,
c'est Voilà. ça un bastringue. Alors, Donc, alors je dormirai moins bête. tu vois, je suis venue qu'avec 2 objets aujourd'hui. On va quand même parler de 3 objets et j'avais donc très envie, donc, pour ce mois de décembre, eh bien, comme d'habitude, un petit peu de redonner le contexte. Au mois de décembre, il fait froid, la terre gèle, parfois il neige. Et du coup, en fait, l'homme paysan va pas du tout pouvoir s'occuper de sa terre. Ben non, quand elle est gelée, il va pas s'en occuper. Du coup, il va s'occuper de ce qu'il y a au-dessus. Et donc, le mois de décembre, typiquement, eh bien, c'est un mois pendant lequel on va faire des coupes d'arbres. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais quand on coupe un arbre, eh bien, chaque partie de l'arbre est destinée. Alors, je vous ai mis des photos anciennes de bûcherons. Chaque partie de l'arbre est destinée à être quelque chose de particulier. Les branches qui sont toutes jeunes, elles sont flexibles. On va les couper et puis on va faire de la vannerie Tout avec. est utilisé. Exactement, on utilise tout. Donc, on va faire de la vannerie, on va aussi faire des petites cannes à pêche pour les enfants, on fait des tas de petites choses, que ce soit avec le châtaignier ou bien le noisetier aussi. En fait, on va utiliser toutes les essences d'arbres. Avec les branches, on va faire des bûches pour se chauffer, puisqu'on n'a pas une circonférence qui est suffisante pour pouvoir faire des planches. En revanche, avec les troncs, eh bien, autrefois, on fait beaucoup de choses avec les troncs. Alors, nous, aujourd'hui, on s'en sert beaucoup de bois de chauffage, mais il faut savoir qu'on allait mesurer la circonférence d'un tronc parce que, comme tu le vois là, eh bien, on ne se sert pas de tout sur un tronc. On a une partie d'écorce, après on a une partie d'aubier, qui est en fait le tronc tout jeune, mais qui va prendre une couleur plus claire, donc on ne peut pas exploiter. Et au centre, il y a ce qu'on appelle le duramen, qui est un bois dur, comme son nom l'explique, et qui est un bois qui va servir à la fois pour la charpente et pour la menuiserie. Or, pour savoir de quelle taille va être bien, la planche, il faut mesurer la circonférence de l'arbre et en déduire, déduire bien, la taille du duramen, de l'écorce. Et donc, à partir de ça, eh bien, on va savoir si l'arbre est bon à couper ou pas. Donc, ça s'appelle un bastringue, c'est un compat forestier. C'est des objets aujourd'hui qui sont un peu désuets, mais qui sont hyper déco. Bah oui. C'est hyper drôle d'avoir ça de chez soi. Et donc, alors, je ne sais pas si toi, tu vois. Mais moi, là, j'ai une mesure, en fait. Et puis, donc, il a les initiales de son propriétaire pour être sûr qu'il ne va pas être chippé. Et donc, c'est vraiment un bel outil ancien. Voilà, ce que je dis, c'est très déco quand on a un loft, une déco un peu industrielle. Mais on peut tout à fait s'offrir ce genre de pièces-là. Alors, pour information, ça ne vaut pas très cher. Moi, je l'ai chiné 20 €. Hein. Donc, il y a moyen de se faire donc plaisir. Ça fait une petite déco sympa. Voilà une idée de cadeau de Noël. Oui, alors à original. emballer, par contre, c'est moins drôle. Hein, parce que franchement, c'est quand même pas facile. Ça fait un petit défi. Au mois de décembre aussi, alors j'avais envie de parler plus spécifiquement aujourd'hui des hommes de la vallée de l'Arve. Alors, pourquoi de la vallée de l'Arve? Eh bien, parce qu'il y a une énorme industrie horlogère dans la vallée de l'Arve. Et donc, je suis venue avec des boules. Alors, au départ, moi, quand je les ai chinées, des boules en verre. Alors, non, ce ne sont pas des boules de Noël, malgré le fait qu'on soit dans la période de Noël. Ces boules en verre, eh bien, elles servaient dans l'industrie horlogère. Dans la vallée de l'Arve, il y a une énorme industrie qui s'est développée, justement parce que le sol est gelé. Et justement, en fait, on a une période de transition au moment où le paysan devient agriculteur. Dans la notion de paysan, il y a quelque chose d'un peu péjoratif, mais il y a aussi l'idée qu'on va vivre de sa terre, on va vivre soi-même de sa terre. Quand on est agriculteur, on va aussi vendre. On a une notion un peu plus, je vais dire, urbaine, citadine. Et donc, dans la vallée de l'Arve, eh bien, pendant les mois d'hiver, les hommes ne peuvent pas utiliser leur terre. Et ils vont s'embaucher, ils vont créer leur propre emploi pour nombre d'entre eux. Et ils vont faire du décolletage, des petites pièces à façon usinées pour l'industrie horlogère. Et donc, ce que tu vois là, eh bien, en fait, c'est un verre de montre qui n'a pas été décaloté, qui n'a pas été décapité. C'est un verre de montre qui servait pour une montre à gousset. Donc, on n'a pas encore utilisé les montres de poignet. Ça, c'est un verre qui n'aurait pas pu être utilisé pour une montre de poignet parce qu'en fait, il est beaucoup trop bombé. Parce qu'elles étaient coupées comme Elles étaient arasées. En fait, on la décapite. Ah oui. Et avec la partie décapitée, on va faire un verre de montre. Donc moi, quand je les ai chinées, j'étais persuadée de faire l'acquisition de boules de Noël anciennes. Or, la personne qui me les a vendues était petite fille d'horloger de la vallée de l'Arve. Donc, je trouve que c'est des objets très chouettes, complètement atypiques, parce que quand on chine ça, vraiment, on peut passer à côté du truc. Et puis, les prendre pour les boules de Noël. Enfin, quoique, c'est pas très facile de les suspendre, il n'y a plus rien au bout. Et le dernier objet dont j'avais envie de vous parler, eh bien, il est toujours... Puisqu'on approche de Noël, quand même. Oui, on approche de Noël. Et puis, en fait, j'avais envie de vous parler de ces bûches de Noël. Alors, toujours en lien avec le mois de décembre, le fait qu'au mois de décembre, on coupe nos arbres. Et donc, je ne sais pas si tu connais la tradition de la bûche de Noël. J'ai ma grand-mère qui, tous les ans, nous fait profiter de cette tradition-là, donc un petit peu. Mais alors, d'où ça vient, je ne sais pas. On est d'accord que ta grand-mère, elle te fait un gâteau.
Non, elle fait la bûche qu'on vient de voir. Oui, un l'image. gâteau. Ah, un gâteau, elle te fait d'accord, une oui. pâtisserie. Or, autrefois, la bûche de Noël, c'est pas du tout un gâteau. La bûche de Noël, c'est vraiment une énorme souche qu'on va prendre chez soi et qu'on va mettre dans sa cheminée le soir de la veillée de Noël, donc le 24. D'accord. Le but de cette bûche, eh bien, il faut qu'elle brûle le plus longtemps possible. Et au départ, on souhaite qu'elle brûle jusqu'à l'épiphanie. Ça fait 12 jours. Il faut donc qu'elle se consume très lentement. Et comme en fait une vraie bûche, ça se consomme beaucoup plus facilement, eh bien, autrefois, on allait chercher une souche. Alors, dans le sud de la France, on aime particulièrement les souches d'oliviers parce que les oliviers, parfois, ils sont taillés très épais. Et de ce fait, ils ont des racines qui sont aussi très épaisses et la base du tronc est très large. Dans nos régions, on avait l'habitude de partir à plusieurs, récupérer une souche d'un arbre qu'on avait décapité dans l'année et qu'on allait mettre en fait dans un coin et qu'on allait laisser se consumer. Et donc, eh bien, cette souche, elle est censée, pendant qu'elle se consume, porter chance pendant toute l'année à venir. Et on garde un tison qu'on va faire sécher et on va allumer la bûche de Noël de l'année d'après avec ce tison qu'on a conservé, avec ce morceau de charbon qu'on a conservé. Et je me suis rendu compte, eh bien, qu'il y avait des collectionneurs de ces sujets qu'aujourd'hui, alors, de cette tradition de la bûche, on a gardé le gâteau, cette bûche qu'on va tous confectionner au moment de Noël. Et je me suis donc rendu compte qu'il y a des collectionneurs de sujets en plastique qu'on mettait autrefois sur les bûches, qu'on met d'ailleurs toujours sur les bûches parce que j'ai regardé. Et même les plus grands pâtissiers aujourd'hui mettent ces petits sujets en plastique sur les bûches. Alors tu vois, ils ont tous attrait au fait qu'on peut couper la bûche. Le gui, le hou, c'est vraiment l'emblème de Noël avec les sapins, avec le petit Père Noël. Vraiment, on a une large catégorie d'objets. Or, figure-toi que eh bien, ces collectionneurs n'ont pas de nom. On leur a mis de manière abusive, on les a mis dans la catégorie des collectionneurs de fèves, les fabophiles, mais ils n'ont pas de nom. Alors je te propose ce soir, en exclusivité sur 8 Mont-Blanc, on va... j'ai 3 propositions à te faire, j'ai cogité toute la nuit, on va donner un nom à ces collectionneurs puisqu'il y a un marché et qu'il y a des gens intéressés. Alors je te propose le nom de déco-plastophile. Donc fil pour celui qui aime, donc qui collectionne par extension, déco, ça décore, plasto c'est toujours en plastique. Je te propose lithonatophile, litho le bois pour la bûche, natto pour Noël et fil toujours pour celui qui aime et qui collectionne. Et comme on est en Savoie, je suis allée chercher dans l'arpitan, qui est le franco-provençal, le savoyard. J'ai trouvé que joyeux Noël, on dit bouna chalande. Une bûche, on dit grebat. Je te propose chalando grebat filiste en arpitan. Pas facile à retenir non, celui-là. tu vois, il a fallu Et bon, que je on le va marque. laisser les téléspectateurs nous donner leurs préférences. Avec en complètement. commentaire sur le live Facebook. Exactement. Merci beaucoup Sophie. En 2 mots, on te retrouve samedi matin avec Camille pour votre émission Tous en Broc et le live que vous faites à chaque fois. Vous allez du côté de la Savoie. Exactement. On va chiner en Savoie, on va chiner solidaire, on va chiner intelligent et on va chiner pratique, puisqu'on va chiner comment faire de belles tables de Noël pour un prix Rikiki. Ah bah super. Donc rendez-vous samedi matin sur Avec notre page plaisir. Facebook. Merci beaucoup Sophie. À bientôt Fanette. On passe au rappel des titres avec Seb et on va commencer avec les Restos du Cœur et leur campagne d'hiver. 34e campagne qui a débuté la semaine dernière. Focus ce soir sur l'antenne de Rumi qui a rouvert après 9 mois de fermeture. C'est Juliette Vincent-Seigné qui a rencontré une des nouvelles bénévoles. Et puis une belle rencontre. Avec Lou Bradagan, un jeune skieur, 22 ans, équipe de France handi-ski. Il a des crocs, il a beaucoup d'ambition, il veut participer aux Jeux paralympiques de Pékin en 2022. C'est Clémence qui l'a rencontré. Merci beaucoup Seb, reste avec nous tout de suite, c'est le JT sur 8 Mont-Blanc.